Alors, excusez-nous pour le petit retard, c'est pas le quart d'heure lyonnais, excusez-moi. Euh, Notre objectif, c'est d'essayer d'échanger avec vous et de vous présenter quels sont les choix d'électricité de demain. Donc, vaste sujet. Alors, pour présenter ce sujet, je vais prendre 5 minutes et parler de l'électricité aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, l'électricité, je voulais vous présenter ce qu'on appelle une courbe de charge journalière. Je pense que tout le monde doit connaître. C'est ce que consomme la France entre 0 heure le matin et 24 heures le soir. Alors j'ai pris deux exemples. J'ai pris un exemple en été, donc au hasard le 24 juillet, et un exemple en hiver le 27 novembre. Alors surtout, ce qui est intéressant dans ces courbes-là, c'est de voir les niveaux. L'été, on est à 50 000 mégawatts. L'hiver, on tourne aux alentours de 75 000, 80 000, voire 85 000 mégawatts. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de regarder l'évolution de la courbe dans la journée. Alors cette courbe de charge, on pourrait le résumer en quel est le besoin de cette électricité au quotidien. Alors pour pouvoir répondre à ce besoin, on a finalement une courbe de production. Alors la courbe de production, j'ai pris les mêmes journées bien évidemment, et vous avez à gauche une courbe de production plutôt l'été, avec un pic de production vers la mi-journée, et puis la courbe de charge de l'hiver qui en fait subit des fluctuations un peu plus importantes, avec un pic de consommation à 19 heures. Alors 19 heures, je ne sais pas si c'est l'heure des activités régionales, mais en fait, on voit l'évolution de la courbe dans la journée. Alors, plus intéressant, en couleur, vous trouvez sur cette courbe de charge les différents moyens de production que l'on arrive à avoir en France aujourd'hui. En orange, la période d'ensoleillement, on retrouve le photovoltaïque qui a pris une importance relativement grande dans la production. En vert, partie basse, on trouve l'éolien. Alors vous voyez que l'éolien, l'été, on a peut-être un peu moins de vent le 24 juillet que le 27 novembre où l'éolien était plus important. Une petite remarque, c'est que les deux courbes sont parfaitement coordonnées, c'est-à-dire en fait, là, j'ai mis un petit pointillé en rouge pour montrer le niveau des 50 000 qui correspond à peu près je dirais, aux deux courbes. Et le gros paquet jaune, ça reste le nucléaire, bien évidemment. Grosse production journalière. Et en bleu, on retrouve l'hydraulique. Et bien sûr, en rouge, encore un peu de gaz. Alors, en partie basse, sur la partie inférieure au zéro, c'est une partie de production qui n'est pas consommée. On retrouve avec la couleur verte un peu plus sombre, c'est de la partie qui est en fait stockée dans les stations de pompage. Donc en fait, c'est la partie d'énergie qui est remontée comme énergie hydraulique qui sera produite au moment où on en aura besoin. Et il se trouve que ces deux jours-là, la partie grise inférieure, c'est de l'exportation. Donc vous voyez que par le biais de cette exportation, l'électricité contribue finalement à une richesse nationale par une recette et un revenu non négligeable, quoi. Donc je voulais vous présenter cette image de l'électricité aujourd'hui avant d'introduire le sujet lui-même, avec, comme je le résume en trois termes, les enjeux pour demain. Vous savez tous qu'on doit économiser l'énergie. L'énergie fait partie d'une denrée précieuse qu'on doit économiser. Mais finalement, cette économie ne va pas se traduire par une réduction de l'électricité, puisqu'en fait, les usages vont se multiplier, avec d'une part le numérique, et puis des exemples comme la mobilité électrique, qui finalement va faire naturellement une décarbonation, puisqu'il y aura un transfert énergie fossile, énergie électrique. Ensuite, le deuxième enjeu, c'est d'avoir un mix électrique. Alors le mix électrique, c'est cet assemblage subtil des différents types de production d'électricité pour arriver à un résultat global. Avoir un mix électrique de qualité et au moindre coût pour une performance industrielle. Et puis alors, je ne sais pas comment va se passer l'avenir.
il y a des perspectives et des innovations. Alors je cite le quantique. Le quantique tout simplement parce qu'en fait, ces solutions quantiques devraient arriver finalement à minimiser les coûts du numérique. On parle du quantique avec les data centers qui en fait ne consommeront plus d'énergie demain. Et puis j'ai mis la fusion nucléaire aussi qui progresse petit à petit chez ITER en France. Donc en fait, je pense qu'on peut avoir un certain nombre de choses. Et donc tout naturellement, les choix qu'on va devoir faire rejoignent nos interlocuteurs d'aujourd'hui sur les modes de production, le réseau et les modes de stockage. Alors, je vais donner la parole à Laure Claquin, qui va nous parler de l'énergie nucléaire avec des réacteurs à sel fondu. Daniel Munier, qui va nous présenter le panorama du photovoltaïque en France et peut-être un peu au-delà de la France. Le stockage, qui finalement doit être quelque chose qui va permettre peut-être d'avoir une meilleure articulation entre production et consommation. Et puis je finirai par Frédéric Perrucci, pardon. Et puis les réseaux électriques, Hubert de la Grandière, réseau électrique qui est le grand chef d'orchestre de notre système électrique aujourd'hui, quoi. Voilà pour l'introduction. Ah, j'ai oublié un petit truc important. On ne parlera pas d'hydraulique, on ne parlera pas d'éolien, on ne parlera pas de géothermie, qui sont aussi des secteurs qui devraient naturellement évoluer dans les années à venir, quoi. Voilà pour l'introduction. Merci à tous. Alors effectivement, on va parler réacteurs à sel fondu. Alors, je m'excuse par avance, mes slides vont être en anglais, mais je pense que vous allez tous les comprendre. Et puis l'intérêt, c'est ce que je vais dire en plus. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais essayer de parler un peu du panorama des réacteurs, du nouveau nucléaire en général. Donc, d'aller un peu au-delà des sels fondus et puis parler des sels fondus et de la société à laquelle j'appartiens, Horizon en particulier. Et l'idée, c'est de replacer aussi sur en quoi ce nouveau nucléaire peut être utile. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans votre introduction, c'est qu'effectivement, parfois les gens se posent la question, mais pourquoi on fait du nouveau nucléaire? Faisons du nucléaire de large puissance, pourquoi être innovant? Et donc d'essayer de comprendre est-ce que finalement ce nouveau nucléaire, en quoi il permet de débloquer des nouvelles choses. Voilà. Et pareil, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, le premier point, je pense qu'on est tous d'accord. Aujourd'hui, on a besoin d'aller vers le nucléaire et ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, alors on est en France, on est un des pays les plus nucléarisés, on a un niveau d'électricité qui est encore très élevé dans le nucléaire. Certains pays ont fait d'autres choix, mais on se rend compte de plus en plus que finalement tous ces pays reviennent vers le nucléaire, hein. Donc on a eu un vrai retour du nucléaire aux États-Unis avec des programmes massifs sur l'investissement dans le nucléaire. En Chine, le nucléaire a toujours fait partie du panorama. Et aujourd'hui, en Europe, on a une vraie évolution, hein, avec toute l'Europe de l'Est qui voit bien le nucléaire comme un moyen de s'affranchir du charbon. Et même en Europe de l'Ouest, un certain nombre de pays qui, année après année, rebasculent du côté du nucléaire, hein, en particulier les Pays-Bas, la Belgique. Il y a des questions en Italie et avec l'Allemagne qui reste toujours un pays détracteur sur l'aspect du nucléaire. Ce qui est aussi très important à dire, c'est que même en France, aujourd'hui, on est sur un niveau d'électricité qui est très nucléarisé. Mais en fait, comme vous l'avez rappelé, il y a un certain nombre d'usages, l'électricité, c'est une part finalement assez faible de toute l'énergie consommée. Et aujourd'hui, sur tout ce qui est énergie autre que l'électricité, la part de combustibles fossiles est phénoménale, ce qui en fait contribue énormément au réchauffement climatique. Et le nucléaire, donc dans sa partie production d'électricité, mais aussi dans ses autres usages, permet justement de réduire massivement l'empreinte carbone de l'énergie utilisée. Si on regarde aujourd'hui, qu'est-ce qui a empêché massivement le nucléaire de se développer, hein, parce que, alors moi je travaille dans le nucléaire depuis que j'ai commencé à travailler, hein, ça fait bientôt 20 ans, mais globalement le nucléaire est une industrie extrêmement cyclique, avec un certain nombre de freins qui ont empêché le nucléaire de se développer. Parce que le nucléaire a toujours été une énergie décarbonée, c'est la seule énergie décarbonée qui est pilotable, hein, par rapport au renouvelable qui lui va être intermittent, et donc un mix, et RTE
le répète régulièrement, un mix complémentaire avec d'un côté du nucléaire, de l'autre côté du renouvelable, et en fait le mix le plus décarboné possible. Et ce qui a empêché le nucléaire, ou ce qui a pu freiner le développement du nucléaire, si vous faites des études aujourd'hui, il y a vraiment 3 grands aspects. Le premier, c'est les déchets. Dès que moi je dis que je travaille dans le nucléaire, on va me dire, mais Laure, qu'est-ce qu'on fait des déchets nucléaires ? Effectivement, donc les déchets nucléaires, et surtout des déchets qui ont des vies très longues. On parle sur les actinides mineurs de plusieurs centaines de milliers d'années. Il y a la sûreté. Alors, les gens parlent toujours de sécurité, mais c'est vrai qu'en français, c'est la sûreté. Les gens ont peur. Les gens disent, mais le nucléaire, c'est dangereux. Le nucléaire, ça explose. Et après, on se met toujours à parler de Tchernobyl, de Fukushima, etc. Et après, il y a la notion de coût, qui est revenue assez régulièrement dans le débat public ces dernières années, avec Flamanville, la mise en service de Flamanville, et effectivement les coûts qui ont énormément augmenté. Et donc, en fait, c'est aujourd'hui 3 grands freins qui empêchent le nucléaire de se développer massivement. Et c'est là où, alors, les AMR, donc, pour les personnes qui ne savent pas, donc on parle de petits réacteurs modulaires, c'est SMR, Small Modular Reactor, et on parle de réacteurs modulaires avancés, donc Advanced Modular Reactor, AMR. Et souvent, c'est une famille dont on parle, SMR, AMR, qui sont en fait des réacteurs soit de plus petite taille par rapport aux réacteurs de large puissance type EPR, et des réacteurs avec des designs innovants. Donc effectivement, on va retrouver là-dedans toute une famille des réacteurs à neutrons rapides sur lequel il peut y avoir plusieurs technologies derrière. Donc en France, on est les champions du sodium. On connaît tous Phénix, Superphénix, et donc finalement la possibilité d'utiliser le sodium comme un modérateur. Et on a les réacteurs à sel fondu. Et donc moi, je travaille dans une société qui fait des réacteurs à sel fondu. Alors on va parler un tout petit peu de ce que c'est que les réacteurs à sel fondu. En fait, les réacteurs à sel fondu, c'est un peu magique, mais le nucléaire, c'est toujours un peu magique. C'est globalement, il faut imaginer que donc le combustible, il est liquide, et c'est ce combustible qui permet aussi d'être le fluide caloporteur. Donc c'est le combustible qui est donc fondu. Il faut imaginer un chaudron. Moi, je parle toujours d'un réacteur à sel fondu comme une marmite. Et globalement, la réaction en chaîne, il y a suffisamment de densité, de criticité dans le combustible pour pouvoir que ce combustible se mette à chauffer. Et en fait, ce dont vous avez besoin dans un réacteur nucléaire, c'est après de pouvoir transporter cette chaleur pour l'amener dans un cycle avec des turbines, etc. Mais ça, Frédéric vous racontera ça bien mieux que moi. Et globalement, dans les réacteurs à sel fondu, l'innovation, c'est que c'est ce combustible qui va à la fois chauffer et à la fois permettre de transporter la chaleur. Voilà. Et alors, pourquoi c'est génial, les réacteurs à sel fondu ? Parce qu'en fait, ça fonctionne à très basse pression. Donc, on est plus du tout sur des niveaux de pression que vous pouvez retrouver dans des réacteurs à large puissance. Donc, en fait, ça permet pas d'en faire des objets plus sûrs en termes de sécurité, mais en fait d'avoir moins d'équipements qui gèrent justement les montées en pression. Le deuxième aspect, c'est qu'effectivement, on va avoir un côté omnivore, c'est-à-dire que dans un réacteur à sel fondu, vous n'êtes pas contraint d'utiliser juste de l'uranium ou juste du plutonium, comme aujourd'hui vous utilisez dans les réacteurs à large puissance. Vous pouvez utiliser un peu toute la table de Mendeleïev, c'est-à-dire que globalement, vous pouvez utiliser des actinides mineurs, vous pouvez utiliser l'uranium dans toutes ses formes, c'est-à-dire de l'uranium appauvri, de l'uranium enrichi à différents niveaux. Vous pouvez brûler, donc les actinides mineurs, c'est aujourd'hui ces déchets qui vont à des niveaux de vie qui ont une radiotoxicité qui dure extrêmement longtemps, donc des centaines de milliers d'années. Et c'est des choses que vous pouvez brûler dans des réacteurs à sel fondu. Donc il y a vraiment un côté omnivore. Donc c'est toujours la marmite où on peut mettre un peu ce qu'on veut dedans. Et le dernier aspect, c'est qu'en fait, les réacteurs à sel fondu, vous pouvez en fait atteindre des niveaux de température qui sont élevés, avoir du sel qui a des niveaux de température élevés, et donc produire de la chaleur au lieu de produire de l'électricité pour les industriels. Voilà. Donc, en plus de ça, donc ça c'est un peu les trois piliers des réacteurs à sel fondu. L'objectif c'est d'en faire, et c'est une question qui viendra après, l'objectif c'est d'en faire un réacteur modulaire. Et donc modulaire, on parle toujours de modulaire, c'est quoi ? C'est en fait de faire un Lego qui soit facile à construire et qui permette en fait de réduire ses coûts, d'avoir en fait moins d'incertitudes sur les coûts de projet, avoir des objets qui sont des composants qui vont être plus petits, qui peuvent être fabriqués en fait en série, en industrie,
et qui après peuvent être livrés sur le réacteur. Il faut vraiment l'imaginer comme un Lego. Et ça permet donc d'avoir un réacteur qui en fait répond à toutes les exigences du public sur le nucléaire et d'avoir un nucléaire qui devient de facto extrêmement compétitif. Nous aujourd'hui sur notre design, on cherche à atteindre des 60 € du mégawattheure, ce qui reste extrêmement compétitif pour des électrons qui sont non carbonés et qui sont pilotables, puisqu'on est sur un réacteur pilotable. Et sur la chaleur, on parle de 30 € du mégawattheure thermique. Et là, vous êtes sur des niveaux qui sont aujourd'hui très difficiles d'atteindre. En tout cas, il n'y a aucun moyen aujourd'hui pour les industriels d'avoir la chaleur à ce prix-là, décarbonée et pilotable. Voilà. Donc si on avance... Ah, c'est à moi. Hop. Donc effectivement, alors qu'est-ce qui nous permet de faire ça? Donc c'est vraiment la modularité. C'est ce que je vous disais sur cette pression, ces niveaux de basse pression et finalement un fonctionnement qui est assez rustique sur réacteur à sel fondu et qui permet, voilà, et c'est la dernière slide, effectivement de pouvoir allier à la fois le côté omnivore, donc je brûle des déchets, donc je suis vertueux sur le cycle du combustible et j'ai des niveaux de sûreté qui sont atteignables à des coûts moins élevés. Voilà. Très bien. Daniel Munier, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, Daniel Munier. Très vite, je vais parler de ce que je représente. Au-delà d'être responsable de l'activité solaire d'un bureau d'études qui s'appelle Planaire, j'ai la chance de présider depuis 2021 le programme PVPS de l'AIE, qui est un programme collaboratif qui regroupe quelques centaines de chercheurs qui, vous voyez, a déjà quelques années, et qui se focalise sur la recherche et l'innovation dans le photovoltaïque en tant que système. Donc du coup, c'est très bien parce qu'on a fait partie des 39 programmes de l'AIE d'innovation et on regroupe une trentaine de pays, ce qui est assez unique. C'est-à-dire qu'on va de l'Australie aux États-Unis en passant par l'Europe, la Chine, le Japon, certains pays d'Afrique. Et donc c'est vraiment très bien parce que ça nous permet d'avoir une hauteur de vue par rapport à cette technologie qui, vous le verrez, a beaucoup d'atouts. 400 participants en tout. Voilà nos membres. Et ce qui est bon, c'est qu'on a des très bonnes nouvelles. L'Inde nous a rejoints, le Royaume-Uni, certains pays de l'Est, la Lituanie. On travaille avant tout sur les sujets d'innovation qui sont vraiment les cœurs du développement du photovoltaïque dans le monde, au niveau système. Donc bien sûr, on analyse le marché, mais vous voyez, on a à peu près une petite dizaine de ce qu'on appelle des tâches. Et notamment, on travaille sur les nouvelles utilisations du photovoltaïque, c'est-à-dire le photovoltaïque pour la mobilité, le photovoltaïque pour l'agrivoltaïsme, c'est-à-dire dans une utilisation rurale. On travaille sur, bien sûr, le photovoltaïque intégré au réseau électrique. Et je vais vous montrer aussi que le photovoltaïque devient pilotable, donc c'est une bonne nouvelle. Et puis enfin, on travaille aussi sur le Power to X, et notamment de transformer de l'énergie électrique photovoltaïque en molécules. Donc ça aussi, c'est un gros sujet qui va nous... Donc on fait des publications internationales de référence qui justement ont leur force et leur solidité par le fait que c'est du contributif de plusieurs dizaines de pays. Avec vraiment un grand sérieux. Et ça nous permet de pouvoir traiter des sujets assez divers et variés avec ce niveau de rigueur technique. Donc voilà les trois grands sujets nouveaux qu'on a abordés depuis 1 an et demi, 2 ans, qui sont des sujets qui intéressent, je pense, beaucoup de monde au-delà de notre communauté du solaire. Tout ça pour dire, les rappels sur le photovoltaïque, je vais aller très vite. On est sur quelque chose qui est basé sur une ressource infinie, je ne vais pas revenir dessus. Et on a une capacité d'être scalable aussi, bien sûr, à tous les niveaux, petit, moyen, grande puissance. Mais ce n'est pas le propos. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on est sur une technologie qui a eu un progrès et qui n'a pas fini du tout au niveau technologique. Où en fait maintenant un panneau solaire de 450 watts, donc quand l'ensoleillement est maximum, ça vaut 50 €. Ça en valait à peu près 10 à 15 fois plus il y a une dizaine d'années. Donc ça vraiment, on est sur quelque chose qui a fait des efforts considérables. On est en pleine révolution.
Et pour ceux dans l'audience qui suivent un petit peu cette technologie, c'est loin d'être fini, notamment en termes de rendement, de prix. On n'a pas du tout atteint l'optimal. On a un marché qui, bien sûr, ça c'est notoire, hein, en fait, a fortement augmenté ces dernières années. Et surtout, on le voit, à l'échelle mondiale, quand on le met en perspective avec d'autres énergies renouvelables, il prend vraiment la part du lion. C'est-à-dire que c'est vraiment, par rapport même au développement de l'éolien, qui est souvent mis un petit peu en parallèle, c'est beaucoup, beaucoup plus. Et derrière ces gigawatts, on va dire, montrés, c'est de l'investissement. C'est-à-dire que les banques, l'investissement mondial dans l'énergie se porte massivement vers le solaire. Et c'est important parce que ça montre que c'est une technologie qui a une vraie valeur, puisqu'un financier qui finance quelque chose, à cette échelle, il y a quand même une vraie justification sur le long terme. Les perspectives et les quelques chiffres, maintenant c'est à peu près 10% de l'électricité mondiale. On est parti de pas grand-chose, donc ça commence à faire beaucoup. On verra à l'échelle française, c'est un petit peu moins, mais ça avance très vite. Et surtout, bon, vous voyez d'autres chiffres, mais surtout le graphe de droite, c'est très très visuel. Les traits jaunes, en fait, c'était les perspectives des organismes mondiaux prévisionnels du développement de cette technologie. Donc à chaque fois, année après année, on avait des perspectives qui étaient vraiment baissières par rapport à ce qui s'est réellement passé. Donc ça aussi, c'est unique et c'est à remarquer. On a fait vraiment une évolution qui était contre toute attente et qui continue. Alors ça se ralentit un petit peu, forcément. Il faut qu'à un moment donné, on arrive à quelque chose de fini. Mais c'est très intéressant. Et un chiffre aussi que j'aime bien montrer, c'est que le photovoltaïque, c'est 1 gigatonne de CO2 évité dans le monde annuellement, sachant qu'on en a à peu près une quarantaine émises dans le monde. Donc on commence aussi à être significatif en termes de CO2 évité. Et aussi, et c'est toujours important de le noter, on fait souvent du Chinese bashing, mais en fait, la Chine montre l'exemple parce que, bon, elle part de quelque chose de carboné, mais elle fait beaucoup de photovoltaïque. À la fois dans son outil industriel, elle produit beaucoup, mais elle utilise beaucoup de photovoltaïque. Et vous voyez que ça permet de faire une grosse économie de CO2 par rapport au déploiement de sa technologie. Un parallèle aussi qui est important, un fait vraiment notoire, c'est qu'on a un développement de vente des véhicules électriques qui sont même plus rapides que celles des véhicules photovoltaïques, mais les deux sont en croissance. C'est-à-dire qu'on a intimement, quelque part, une courbe d'apprentissage où, derrière un véhicule, forcément, on a de la batterie. Et je vais vous dire, c'est pas innocent quand on discutera un peu plus après. C'est ce qui fait aussi qu'on a réussi à mettre de la flex de plus en plus dans le photovoltaïque parce que on a l'écosystème de la batterie qui évolue à une vitesse effrénée. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui va être extrêmement vertueux dans notre mix électrique international et français. C'est cette capacité de baisse de prix, d'augmentation des caractéristiques, des performances, à la fois d'un côté de cette technologie photovoltaïque et de la batterie que l'on connaît tous. On a aussi les prévisions de croissance qui sont toujours très très importantes, avec bien sûr des faits notoires, géopolitiques. C'est toujours intéressant de le voir. Ça, c'est un graphe qui est tiré de l'AIE, de sa revue internationale, enfin de sa revue annuelle. Vous voyez qu'on a des micro-phénomènes, notamment celui à gauche, où on a une baisse des prévisions de croissance notoire, les États-Unis, bien sûr, contexte politique. Mais globalement, vous avez aussi des relais de croissance énormes, notamment le Proche-Orient. Vous voyez, ASEAN, ce sont les autres pays de l'extrême-orient en dehors de la Chine, qui ont aussi des très grosses perspectives de croissance de marché du photovoltaïque. On a aussi une perspective, un défi d'intégration des énergies renouvelables au réseau, puisque vous tous pas sans savoir, et je pense que ça va être repris par mes voisins, en fait, on doit être de plus en plus agile, le photovoltaïque, puisque notre part dans le mix électrique augmente. Mais bonne nouvelle, on sait faire, on saura faire. C'est-à-dire d'avoir un photovoltaïque qu'on puisse piloter de mieux en mieux. Parce que, et là je vais rester 30 secondes dessus, le coût marginal de kilowattheure photovoltaïque descendant tellement bas que la bonne nouvelle, c'est qu'on va être capable de pouvoir l'écréter, de le former au sens anglais, c'est-à-dire de le déplacer, et il va continuer à rester compétitif. Donc, c'est plus un kilowattheure qui est subi, mais c'est un kilowattheure qui va être actif. Donc, c'est vraiment un message que je veux vous passer ce soir,
Ça change beaucoup de choses dans le mix énergétique global. Maintenant, la France, et ce seront mes dernières diapos, en fin 2024, on avait 25 gigawatts installés. Bonne nouvelle, à fin 2025, on va en avoir 5 de plus. Et on est à peu près dans les clous de la PPE actuelle, mais on attend beaucoup de la PPE future, avec un certain nombre de règles qui vont être fixées, notamment sur notre usage, sur la façon dont on va le contrôler, qu'on va le réguler. Mais en fait, on a encore, j'espère, vraiment un rôle très important à jouer dans ce mix énergétique du futur. En France aussi, les prix ont baissé considérablement, ce n'est pas un fait juste international, hein, et c'est aussi ce qui explique pourquoi on a de la marge pour pouvoir valoriser de mieux en mieux, de manière de plus en plus intelligente, un kilowattheure qui vaut vraiment plus grand-chose. Et puis enfin, c'est le dernière diapo, hein, la comparaison des coûts de la production de l'électricité à l'échelle française. Vous voyez, on a toute une série et je ne commenterai pas grand-chose, hein, on fait partie d'un kilowattheure de production électrique qui fait partie des plus bas du mix énergétique français. Voilà. J'en ai terminé de ma présentation. Merci, bonjour à tous et à toutes. Frédéric Pierucci, moi je suis le président de Storabel. Alors Storabel, on adresse deux problèmes. Le premier problème, justement, c'est la pénétration des énergies renouvelables sur le réseau, qui font qu'on a un prix de l'électricité en général qui fait le yo-yo pendant la journée. C'est ce qui est représenté par ce qu'on appelle la courbe du canard. À tel point que dans certains pays, et même en France, on doit ce qu'on appelle curtailer, c'est-à-dire arrêter la production d'énergie renouvelable alors qu'elle pourrait produire. Tout ça crée une grande instabilité sur le réseau parce que évidemment la production doit être égale à la consommation. Alors en France on est un petit peu préservé parce qu'on a un réseau qui est interconnecté et comme vous l'aviez dit en introduction, on peut exporter notre capacité de surproduction, mais dans des réseaux un peu plus contraints. Vous prenez l'Australie, vous prenez l'Angleterre, vous prenez le Chili, vous prenez tout un tas d'autres pays, l'Espagne, le Portugal, qui sont beaucoup moins interconnectés. Vous avez ces problèmes qui sont accentués. Vous prenez par exemple l'Australie, entre 11h du matin et 2h de l'après-midi, les prix d'électricité sont négatifs tous les jours, quasiment. En France, on a quand même eu plus de quelques centaines d'heures de prix négatifs aussi ces dernières années. Donc plus on va mettre d'électricité renouvelable sur le réseau, plus on va avoir ces effets de yo-yo sur les prix, plus on doit avoir curtailé, et donc plus on va devoir stocker, en fait. Donc, pour l'instant, pour stocker l'énergie, on utilise en France des steppes hydrauliques, comme vous le savez, ce qui n'est pas... beaucoup de pays n'ont pas cette possibilité de stocker via des steppes hydrauliques. Donc, on utilise aussi des batteries. En Australie, par exemple, on a des champs entiers de batteries qu'on importe de Chine, évidemment, donc avec tous les problèmes qu'on a discuté tout à l'heure. Donc ça, c'est le premier gros problème, le problème de stockage qui va s'accentuer. Le deuxième problème que nous avons, c'est on a besoin de décarboner les sites industriels. Alors, ce qu'on ne sait peut-être pas toujours, c'est que 50% de la production de CO2 vient de la production de sites industriels et que dans ces 50% vient de la production de vapeur. En gros, on brûle du gaz ou même du lignite en Allemagne pour chauffer de l'eau, pour faire de la vapeur. Gaz qu'on importe en général des États-Unis actuellement avec le LNG, à 4 ou 5 fois le prix du gaz européen avant, avec tous les problèmes de fracturation hydraulique que vous connaissez, etc. Donc on a un gros problème. Un, on apporte du gaz pour chauffer de l'eau, pour faire de la vapeur. Et deux, on a un problème de stockage où on apporte des batteries de Chine pour stocker l'électricité. Donc, Storabel, ce qu'on fait, c'est qu'on adresse ces deux problèmes en faisant du stockage thermique. Donc, ce que nous faisons, nous prenons l'électricité excédentaire du réseau, donc à midi ou le soir, la nuit en France avec la production nucléaire. On chauffe des sels, donc on a un bac de sel froid en bleu. On fait circuler ces sels. Alors ces sels froids, c'est sous forme liquide, hein, quand même, on est à 280 degrés.
On fait passer ça par des réchauffeurs électriques, donc on capte l'électricité du réseau lorsque les prix sont pas chers, et ensuite on chauffe ces sels et on les met dans des tanks chauds. Tout ça, c'est dérivé des centrales solaires à concentration. Et ensuite, nous produisons de la vapeur avec un générateur de vapeur qui produit de la vapeur H24, 7 jours sur 7, décarbonée. Alors cette vapeur, on peut en faire aussi on peut refaire de l'électricité derrière. Donc on a plusieurs applications pour cette même technologie, qui est basée sur des briques qui sont existantes. Et là, en termes de sel, c'est du sel tout à fait classique, donc il n'y a pas de sujet de souveraineté sur ce sel. Nous pouvons ensuite soit faire de la vapeur. Dans ce cas-là, on a un coefficient d'efficacité qui est extrêmement élevé, aux alentours de 98%. Soit nous reproduisons de l'électricité en mettant une turbine vapeur derrière. Une des autres applications, c'est de faire ce qu'on appelle du repurposing de centrale charbon. C'est-à-dire que vous prenez une centrale charbon, au lieu d'avoir une turbine, de démanteler la turbine et la chaudière charbon, vous gardez la turbine, vous gardez les connexions réseau et vous remplacez la chaudière au charbon par un système Storabel. Donc au lieu de faire du stockage par step hydraulique, vous faites du stockage thermique dans les centrales qui peuvent ensuite produire de l'électricité. Une des autres applications, effectivement, c'est aussi de mettre ça sur les champs éoliens ou solaires pour faire du stockage, ce qu'on appelle front the meter, donc sur les sites de production de centrales solaires. Mais l'application numéro 1 reste la décarbonation des grands sites industriels pour remplacer les chaudières à gaz, tout simplement. Donc c'est assez simple comme technologie. On n'est pas dans de grandes révolutions. En termes de coûts, on arrive à avoir des coûts très très compétitifs de production de vapeur, je vais vous le faire voir tout à l'heure. On arrive à faire de la décarbonation massive, parce que là on brûle plus de gaz pour produire de la vapeur. Bon, c'est sûr, c'est des sels sous forme liquide, s'il y a une fuite ça se solidifie, donc il n'y a pas trop de problème. C'est scalable parce qu'il suffit de mettre plusieurs tanks en fonction de la capacité de ce que nous voulons produire en termes de production de vapeur. Nous sommes souverains parce que, évidemment, on n'importe pas ni des batteries de Chine, ni du gaz des États-Unis. Et donc, nous avons un sourcing très en fait, divers et qui ne pose pas de problème. On a fait des petites comparaisons du coût de production de vapeur. Alors, si vous voulez garder des turbines, alors on sait que c'est un peu très difficile à lire, mais je vais vous le résumer. Si vous voulez décarboner un site industriel pour produire de la vapeur, soit vous continuez à brûler du gaz et vous mettez un carbon capture, soit vous remplacez par une chaudière électrique, soit vous remplacez par une chaudière électrique et vous y ajoutez de la batterie pour effacer les prix les plus chers d'électricité. Et lorsqu'on fait ces comparaisons avec toutes ces solutions et la solution que nous avons proposée, on arrive à un coût de la vapeur bien moins cher avec la solution Storabel. Même chose, si on prend le coût d'évitement de la tonne de CO2, lorsqu'on compare avec toutes ces technologies, nous arrivons aussi à un coût extrêmement compétitif. Nous avons développé avec le CEA plusieurs patents pour améliorer en fait le chauffage des sels. Donc nous avons développé une pompe à chaleur haute pression, haute température pour améliorer le rendement du système. Avec le rendement actuel était de 98%, mais avec une pompe à chaleur, on peut remplacer donc les réchauffeurs électriques par ces pompes à chaleur et arriver à un coefficient de performance de 1,2 voire 1,3. Et même chose, on est en train de développer des réchauffeurs par induction, voilà, induction directe des sels. Voilà ce qu'est Storabel. Donc, pour l'instant, nous avons une implantation française, mais on commence à travailler sur des projets un peu partout à l'international. Évidemment, le marché français est un des marchés les plus compliqués parce qu'avec le nucléaire, on a quand même une certaine stabilité. Mais ça nous permet de faire de la décarbonation massive, d'avoir une économie circulaire, parce que ces sels, en fait, vous les gardez pendant 30 ans dans les mêmes bacs, et à la fin, vous en faites de l'engrais, donc
il n'y a pas trop de soucis d'un point de vue écologique là-dessus. On n'a plus besoin de terres rares dans cette application et on maintient les sites industriels et les centrales charbon qu'on reconvertit en grosses unités de stockage. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci, bonjour à tous. Je m'appelle Hubert Delagrandière et je dirige SuperID Institute. C'est une entreprise privée indépendante qui associe des académiques, comme l'université dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, ainsi que des industriels, afin de développer des technologies qui tournent autour de l'architecture des réseaux, autour de l'appareillage électrique, autour de l'électronique de puissance, du stockage d'électricité, des câbles, et en particulier autour du courant continu. On est à peu près 150 personnes, basées majoritairement à Villeurbanne, pas très loin d'ici. Comme vous l'a présenté tout à l'heure Patrick, et pareil Daniel, il y a de plus en plus d'électricité renouvelable, et ce qui est important de comprendre, c'est que plus il y a d'électricité renouvelable dans notre mix électrique, et plus il y a des enjeux au niveau du réseau. Il y a des enjeux au niveau du réseau liés à la distance des sources, puisque quand on a de l'éolien en mer, il n'y a personne pour le consommer. On a des enjeux parce que quand on a du PV massif sur des très grandes fermes, elles sont effectivement loin des centres de consommation. Et comme ça nous a aussi été rappelé tout à l'heure par Frédéric, il y a aussi des enjeux de la courbe du canard, et donc l'intermittence, elle induit aussi, comme on le voit sur cette courbe-là, une différence de lieu d'où vont être produits, à la fois en fonction de problématiques météorologiques, saisonniers, ou de problématiques horaires. Et donc on a des vrais enjeux d'intégration au réseau. Et pour ça, le courant continu, et c'est de ça que je vais vous parler, a quelques avantages et peut contribuer à apporter quelques réponses, des réponses à certains de ces enjeux-là. Il y a des enjeux de transmission d'intégration d'ENR d'origine offshore, quand on doit raccorder des fermes éoliennes, et là l'utilisation de câbles nécessite d'utiliser du courant continu, ou alors onshore, puisque plus d'électrons égale plus de renforcement nécessaire dans les réseaux pour créer des grands corridors de puissance ou pour interconnecter des pays. Le courant continu, pour ça, il permet de transporter l'électricité avec moins de pertes, il permet de piloter les flux également avec ces convertisseurs, et de contribuer aussi, parce qu'on a des convertisseurs qui peuvent piloter les flux, de contribuer à la stabilité du réseau qu'on a aujourd'hui. Il y a des inconvénients, il faut convertir l'électricité, donc il y a un coût à cette conversion. Et puis on a l'inconvénient de l'avantage, c'est-à-dire qu'on peut piloter les flux, mais pour piloter les flux, il faut piloter, donc il faut un contrôle-commande qui est un peu plus complexe. Il y a des verrous technologiques derrière. Les verrous, c'est qu'aujourd'hui, le courant continu, il existe déjà, il est déjà utilisé, mais il est utilisé majoritairement d'un point à un autre point. Et donc, on a un système unifié avec un fournisseur qui fournit 2 convertisseurs. Mais ce système unifié, quand on parle de réseau, ça veut dire qu'il faut être capable d'ajouter un troisième convertisseur, et puis un 4e, et puis un 5e. Et ces convertisseurs, il faut qu'ils parlent ensemble. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à définir des environnements normatifs qui permettent de dire comment est-ce qu'on gère cette interopérabilité, quelles interfaces, quel découpage fonctionnel, et qui en est responsable. Ensuite, il faut protéger ces réseaux, et la coupure du courant continu est quelque chose qu'on sait difficilement faire aujourd'hui. Et ensuite, il faut intégrer ces réseaux avec les réseaux alternatifs qu'on ne remplacera pas, et c'est pas l'idée, on a un réseau alternatif qui est là, l'idée c'est de voir comment est-ce qu'on peut le soutenir. Et les premières applications aujourd'hui, elles sont tirées par l'éolien offshore. Vous voyez l'image ici d'un projet qui s'appelle le projet Interopéra, qu'on voit sur cette diapositive, dans lequel, sur la gauche, ici, vous voyez ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on sait faire. On a des fermes éoliennes qu'on raccorde à des pays, ou on a des pays qu'on raccorde l'un d'entre eux avec des liens d'un point à un point. Et la première étape, c'est de se dire, mais au lieu d'avoir des liens d'un point à un point comme ça, est-ce qu'on ne peut pas tout simplement faire un petit réseau ? Là, on a un petit réseau avec 3 terminaux. Et puis, après-demain, on a l'image que vous voyez sur, ici, votre droite, dans lequel l'idée, c'est d'arriver à avoir une intégration beaucoup plus importante de ça. Et donc, c'est là-dessus, et c'est vers ça que vont aujourd'hui les réseaux pour de grands transports de puissance, et en particulier l'éolien offshore. Et il commence à y avoir
des premiers réseaux multiterminaux de ce type-là qui sont en cours d'invention, de planification par les différents opérateurs de réseau. Donc ça, c'est le réseau de transport. On a aussi des enjeux ou des sujets sur le réseau de distribution. Et quels sont ces différents enjeux? Aujourd'hui, vous voyez toutes les petites images qu'il y a en bas. Ces sources, elles sont toutes en DC. C'est facile, hein, dès qu'il y a une pile ou une batterie, en fait, c'est du DC. Il y a un pôle plus, un pôle moins, c'est du DC. Donc, on a des batteries, on a des électrolyseurs, on a des véhicules électriques, on a du ferroviaire, on a du PV, des data centers. Tout ça, ça utilise du DC. Et donc, il y a des enjeux, des sujets de se dire, si tout ça, on utilise du DC, est-ce qu'on n'a pas moyen d'arriver à coupler des usages industriels avec de la production d'électricité? Premier enjeu. Deuxième enjeu, on peut faire des grandes distances en courant continu. Est-ce que ça ne peut pas être un levier aussi pour débloquer le PV? Il y a de plus en plus de PV, mais on a de plus en plus de mal. Demander aux producteurs de PV, ils n'arrivent pas à trouver du foncier. Parce que le foncier facile pour développer le PV, il est de plus en plus inaccessible. Donc le transport en courant continu, moyenne tension, est un des enjeux qui peut permettre de débloquer du foncier. Et puis aussi de contribuer à la stabilité du réseau de distribution, puisque ce PV, il fait qu'on va intégrer de plus en plus d'électricité sur le réseau de distribution, alors qu'au départ, on a des grosses productions d'électricité centralisées qui sont transportées par le réseau de transport et qui vont en unidirectionnel jusqu'au réseau de distribution. Et là, l'autre enjeu, c'est que le réseau de distribution commence à avoir un rôle dans l'injection de cette électricité. Le DC, il permet de faire plus de densité de puissance, plus de pilotage des flux, avec moins de pertes, avec moins d'encombrement, avec moins de matériel pour les câbles. Et il a toujours le même inconvénient que tout à l'heure, le coût de la conversion, et encore plus quand on compare des solutions qui viennent massivement de Chine en électronique de puissance pour la conversion du AC au DC, avec des solutions émergentes en courant continu, puisque le convertisseur du courant continu au courant continu, c'est ça qui a fait que le courant continu a perdu en 1890 dans la guerre des courants entre Nikola Tesla et Thomas Edison. C'est l'invention du transformateur. Et aujourd'hui, ce convertisseur courant continu, il commence à en exister. Et puis après, pour que ça marche, il va falloir aussi standardiser ces différentes solutions. Donc c'est un vrai marché émergent, avec une question de poule ou l'œuf. Tant qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de marché, mais tant qu'il n'y a pas de marché, les industriels, ils peinent à inventer des solutions et à mettre en place des solutions. J'avais envie de vous donner une petite comparaison explicative donc dans le cadre d'un projet qu'on a déployé avec la Compagnie nationale du Rhône, qui est en ce moment en service de photovoltaïque, qui est déployé. L'idée, c'est de le déployer sur des grands linéaires pour utiliser du foncier comme des autoroutes. En l'occurrence, ici, c'est les berges du Rhône, c'est la Via Rhôna, qui est une piste cyclable, dans laquelle il y a un démonstrateur où sur 1 kilomètre, il y a du PV qui est déployé. Et l'idée était de tester le raccordement en courant continu. En courant continu, donc, on a un gros convertisseur, et ici, on a un câble en courant continu par rapport à un réseau qui est en courant ici, dans tous les cas, alternatif, avec un réseau de collecte qui est en alternatif et avec une conversion qui est au plus près des panneaux. Et donc nous, on a implémenté cette deuxième solution et il y a une réduction de la taille des équipements qui est très significative. Il y a un gain en stabilité du réseau et aussi qui permet, avec un seul convertisseur ici, qui permet éventuellement d'apporter des services de stabilisation au réseau. Et puis, il y a des gains en termes de coûts et de pertes par rapport à la transmission de cette électricité. Un des exemples de choses qu'on est capable de faire en électricité avec, en résumé, une maturité technologique qui est moindre aujourd'hui par rapport à des solutions en AC qui existent. Par contre, un gain en taille des installations, un gain en rendement et un gain en contrôle et en service qu'on peut apporter au réseau pour être capable de stabiliser le réseau demain avec les problèmes qui ont été évoqués. En synthèse, le courant continu, c'est un levier de déploiement et d'intégration d'énergie, de renforcement des réseaux ou de compétitivité de nouvelles applications industrielles nativement en DC. Je ne vous ai pas parlé de courant de DC, de courant continu. Le DC, c'est le courant continu. Je ne vous ai pas parlé de courant continu basse tension, mais il y a de plus en plus d'efforts aussi sur des applications qui sont des applications basse tension avec de la standardisation, qui, elles, revêt un petit peu moins d'enjeux technologiques. On sait plus le faire déjà aujourd'hui. Le courant continu de tension, il est en marche, il est là, et il est tiré principalement par l'éolien offshore.
Et puis le DC en moyenne tension, c'est une filière émergente qui a besoin de soutien pour concrétiser ces opportunités, avec un certain nombre de démonstrateurs sur quelques applications qui commencent à arriver. Et en France, on a la chance d'avoir des acteurs industriels majeurs, et on a la chance d'être au premier plan de certains développements technologiques. Et je ne résiste pas au plaisir de vous montrer quelques-uns de ces développements, avec des briques, comme ici, un disjoncteur à courant continu, haute tension. Donc vous voyez la taille d'un bonhomme et la taille de ce type de disjoncteur. Donc, qui sont en cours de licence aujourd'hui à un industriel pour être intégré à partir de 2030 dans des réseaux. Ici, un convertisseur, une cuve d'un transformateur de convertisseur courant continu, ou ici un disjoncteur à courant continu en moyenne tension, et en haut à droite, un limiteur de courant supraconducteur qui permet de contribuer à stabiliser et à gérer les défauts dans les réseaux à courant continu haute tension. Je vous remercie pour votre attention. Je voudrais vous remercier parce qu'en fait, à tous les quatre, vous avez tenu les 40 minutes. Hein, bravo. Juste un petit commentaire. Tu as effleuré la basse tension en courant continu. Je pense que c'est un sujet d'avenir aussi. On prépare l'année prochaine sur Lyon là, une soirée sur le courant continu dans le bâtiment et l'éclairage public qui prend une extension considérable parce qu'en fait, avec tous les matériels numériques et les LED qui sont alimentés, en fait, aujourd'hui, on a un développement considérable du courant continu pour éviter toutes les transformations alternatives continues qu'on connaît dans tous les secteurs, quoi. Donc le courant continu existe aussi et est potentiel dans la basse tension, on est bien d'accord, quoi. Voilà. On peut commencer par des questions de la table ronde ou des questions du public. Si vous avez des réactions immédiates, c'est peut-être aussi bien de réagir sur le propos. C'est pour le thorium, c'est pour vous, madame. Effectivement, est-ce que c'est des unités qui sont petite valeur, donc dispersées? Est-ce que s'il y a une dispersion, la connexion, ça devient, quand il y a surproduction, ça devient effectivement un problème? Et le deuxième problème, même si le thorium est moins agressif que l'uranium, c'est quand même une installation qui demande quelques réflexions sur la sécurité. Comment vous voyez les choses? Alors, ça marche, oui. Alors, c'est deux questions bien différentes. Donc, effectivement, sur la première, alors, il faut imaginer les SMR et les AMR et nos réacteurs en particulier, effectivement, comme des réacteurs décentralisés sur les usages électriques. Effectivement. Alors en France, c'est vrai que, enfin, tous mes fellow panélistes l'ont bien expliqué. En France, on a un réseau électrique qui marche très bien, qui peut nous permettre d'avoir des centrales de large puissance et de pouvoir après dispatcher cette électricité sur tout le pays. Il y a plein d'autres pays qui ne sont pas comme ça et qui, au lieu d'avoir fait des investissements massifs, parce que ça coûte extrêmement cher d'investir dans le réseau, ont plutôt choisi des options décentralisées. Et c'est vrai qu'on voyait beaucoup, moi je travaillais en Allemagne au moment de la guerre en Ukraine, on voyait de plus en plus des centrales, des CCG, donc des centrales à cycle combiné gaz, où en fait c'était des industriels qui s'associaient entre eux pour investir dans leur CCG, pour justement pas avoir à payer les frais de réseau qui devenaient extrêmement élevés et d'avoir leur centrale juste à côté. Voilà. Aujourd'hui, maintenant je reviens sur la France, nous on voit le développement des SMR et des AMR, donc plutôt sur des enjeux de décarbonation de la chaleur. Donc comme Frédéric l'a expliqué, c'est-à-dire que l'électricité, nous on voit plutôt des larges puissances. Donc en fait, les SMR, AMR iront pas sur le marché électrique. Mais par contre, sur tout ce qu'il y a sur la décarbonation de la chaleur, et les chiffres de Frédéric étaient les bons, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, aller produire de la vapeur pour des industriels, aujourd'hui, ils n'ont pas d'autre solution que d'aller acheter du gaz, ou alors en Allemagne avec la lignite. Et globalement, aller sur du nucléaire, mais aujourd'hui, le nucléaire tel qu'il existe, les réacteurs haut pressurisés, ne savent pas faire de la chaleur, puisqu'on est sur des niveaux de température qui sont en dessous de 200 degrés. Et donc, en gros, les AMR, SMR peuvent permettre de répondre à cet usage-là. Voilà. Après, nous, à la base, on a un concept néerlandais. Nous, on est une société franco-néerlandaise. Moi, je m'occupe des activités globales et en particulier du périmètre France. Par exemple, aux Pays-Bas, la réflexion est bien différente. Eux, ils sont intéressés par des usages électriques des SMR, AMR.
Donc voilà, donc c'est vraiment en fonction des différents pays, la réponse n'est pas la même. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question, alors effectivement, le thorium, alors j'en ai pas parlé. Si vous avez écouté bien ma présentation, je ne parle pas du thorium. Alors effectivement, le thorium a toujours été vu un peu comme un Graal dans le monde du nucléaire, parce que c'est une ressource abondante, en particulier en Inde, hein, il y a des quantités extrêmement importantes géologiques de thorium, et globalement pourrait être utilisé dans le cycle, mais ça impose un certain nombre d'adaptations du cycle. Donc moi, je le vois plutôt comme si on arrive à manquer d'uranium, peut-être il faudra envisager un cycle thorium. Et effectivement, les réacteurs à sel fondu peuvent être une option pour pouvoir justement générer de l'énergie à partir de ce thorium. Mais nous, on voit plutôt ça à la fin du siècle. Et nous, notre réacteur, dans ses premiers usages, dans ses premiers designs, fonctionnera plutôt avec de l'uranium ou du plutonium, enfin voilà, sur des combustibles qui sont similaires à ceux des réacteurs actuels. Ou des déchets. Et des déchets, donc comme je parlais des actinides mineurs, utiliser les actinides mineurs, donc extraire ces actinides mineurs. Aujourd'hui, CIGEO, donc le stockage profond, dont on a beaucoup entendu parler, ce qui fait qu'aujourd'hui on a besoin de stockage profond, c'est centaines de milliers d'années, c'est les actinides mineurs. En termes de quantité, c'est minime, mais c'est extrêmement radiotoxique et surtout sur des durées extrêmement longues. Vous extrayez ça, vous le brûlez dans nos réacteurs, et là, vous avez globalement, vous aurez toujours des déchets nucléaires, mais qui seront sur des durées de vie de centaines d'années. Donc on ne parle plus du tout des mêmes ordres de grandeur. Donc effectivement, merci brûler aussi pour brûler des déchets. Vous avez parlé du coût peu élevé, mais vous n'avez pas comparé avec les autres sources d'énergie, les coûts à la fois électriques et de chaleur. Ouais, alors c'est une très bonne remarque. J'enlève mes lunettes. Quand j'enlève mes lunettes, c'est souvent que ça devient un débat extrêmement intéressant. Parce qu'effectivement, j'ai une remarque quand mon fellow panéliste a montré le photovoltaïque en disant c'est quand même beaucoup moins cher que le nucléaire. Alors aujourd'hui, souvent pour comparer les énergies, dans l'électricité, on appelle le LCOE. Donc c'est le Levelized Cost of Electricity. C'est le prix de l'électricité tout compris. Voilà. Et donc il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, le parc nucléaire français, donc qui a été construit dans les années 70, donc qui est amorti, l'électricité est extrêmement peu chère à produire, tout compris. On parle de 35 € du mégawattheure, c'est ça aujourd'hui. Si on parle par exemple du photovoltaïque, de l'éolien, aujourd'hui on est sur des prix qui vont être, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais on doit être autour de 50, 60, 80 €. L'éolien offshore, donc c'est-à-dire l'éolien en mer. J'ai pas le micro, mais je confirme. Voilà, c'est les ordres de grandeur. Donc ça veut dire que nous, ce qu'on propose, c'est à peu près comme le photovoltaïque ou l'éolien onshore, qui est un peu moins cher. Et après, l'éolien offshore, on est plutôt sur du 80-100 €. Et aujourd'hui, si vous faites du nouveau nucléaire, donc c'est-à-dire par exemple un des prix qui avait été annoncé sur Hinkley Point, donc un EPR au Royaume-Uni, on parle de plus de 100 € du mégawattheure. Donc en fait, en termes de prix, aujourd'hui, le nouveau nucléaire permettrait d'être dans les ordres de grandeur de éolien onshore et photovoltaïque. Alors c'est là où je vais rajouter un peu mon grain de sel. Ce prix ne prend pas en compte les investissements sur le réseau. Et en fait, aujourd'hui, un des sujets extrêmement importants, c'est que en fait, cette intermittence du renouvelable entraîne des coûts extrêmement importants sur le réseau qui sont difficiles à quantifier parce qu'en fait, ils dépendent de la part du renouvelable dans le mix. C'est-à-dire que vous rajoutez un peu d'intermittent, vous n'avez pas besoin d'investir énormément, et à partir du moment où vous atteignez des niveaux importants, vous avez besoin d'investir de plus en plus. Et donc en gros, c'est là où faire du nouveau nucléaire, donc conventionnel, à des niveaux autour de 100 €, 120 € permet en fait d'avoir de l'énergie qui est pilotable sans avoir à faire ces investissements sur le réseau. Donc c'est pour ça où en fait quand on essaye de comparer, mais je veux pas, enfin voilà, ne rentrons pas dans, j'ai pas du tout envie de polémiquer, on se retrouve sur des éléments qui sont en fait finalement assez similaires. Et après c'est vraiment à regarder pays par pays. Qualité du réseau, enfin je sais plus comment tu as employé le terme Frédéric, mais en gros selon la manière dont le réseau est dense a été structuré sur le pays pour pouvoir justement amortir cette intermittence et cette décentralisation.
Oui, j'aimerais juste ajouter un mot qui va peut-être permettre de mettre tout le monde d'accord. Aujourd'hui, le sujet, c'est pas tant de savoir si cette source-là est un peu plus chère que celle-là, ou s'il vaut mieux choisir l'une ou l'autre. Parce qu'en fait, l'état des lieux aujourd'hui, pour tous ceux qui ont lu les rapports de l'IPCC, les rapports du GIEC, en fait, on a besoin des deux. Et aujourd'hui, notre sujet et notre enjeu, c'est qu'on va pas arriver, on risque de pas arriver suffisamment rapidement à déployer l'ensemble de la décarbonation dont on a besoin quand elle nécessite l'électricité. Et en fait, quand on a des solutions à base de sel fondu qui permettent de dire on sait décarboner de la chaleur à base de l'électricité, c'est génial, il faut absolument y aller. Mais en fait, il ne faut pas opposer ces éléments-là. Et donc la question qu'on se pose vis-à-vis du réseau, c'est de se dire comment est-ce qu'on est capable d'arriver à intégrer et à faire fonctionner au global notre réseau électrique en intégrant l'ensemble de ces éléments-là. On pourrait répondre qu'on sait faire fonctionner l'ensemble du monde qu'avec du PV. C'est vrai. Ça a été analysé par le CIGRE, on sait faire fonctionner ça. Par contre, pour faire fonctionner ça, eh ben, il faut des liaisons à courant continu intercontinentales de malades, avec des liens entre les États-Unis et la Russie. Il faut, en fait, des choses qui... Et puis surtout, des choses qui ne misent pas sur ce qu'on a déjà aujourd'hui. Donc il y a un vrai enjeu de déployer le PV le plus rapidement possible. Il y a un vrai enjeu de déployer toutes les autres sources le plus rapidement possible et de faire ça d'une façon que le réseau s'est accepté. Et pour que le réseau l'accepte, il faut être capable d'arriver à maintenir cet équilibre de réseau. Et pour maintenir l'équilibre du réseau, il faut être capable de contribuer et de continuer à faire ce qu'on appelle le grid forming, donc de former ce réseau en 50 Hz, c'est-à-dire de synchroniser toutes les machines tournantes qui font que le réseau y marche, ou de le faire de façon artificielle, en faisant de l'inertie synthétique, et donc en utilisant les bienfaits du courant continu et des convertisseurs, puisque le convertisseur, lui, c'est une forme d'ordinateur, et on peut, avec un pilotage qui est un peu sophistiqué, lui demander d'essayer d'émuler ça. Et une centrale PV, elle va savoir le faire. Elle va savoir le faire si elle a une source d'énergie qui est raccordée et qui lui permet de fournir l'énergie dont il y a besoin. Donc il ne faut pas les opposer. En fait, le message, sinon on va tous se taper dessus, mais en fait, on est tous dans la même galère, en fait. Et cette galère, c'est la décarbonation. Peut-être rajouter une petite contrainte quand même géopolitique. Ça ne vous a pas échappé qu'on est en guerre économique. Ça ne vous a pas échappé que les États jouent sur ces plusieurs leviers. Les États-Unis, évidemment, sur le gaz. Je vous rappelle que la Chine a mis des contraintes à l'exportation de ces terres rares aussi. Donc tout ça, il faut le prendre en compte aussi dans notre mix énergétique, parce que c'est bien beau de dire on va faire ceci, on va faire cela, etc. Mais si demain on nous coupe le gaz, comme ça a été fait récemment avec la Russie, ça, vous pourrez très bien imaginer que demain les États-Unis décident de faire la même chose parce que ils ne sont pas d'accord sur les lois qu'on impose aux GAFAM, par exemple. C'est très typiquement ce qu'ils ont fait récemment. Ou la Chine qui n'est pas d'accord pour toute une autre raison. Il faut qu'on trouve aussi des solutions souveraines sur le stockage, sur la production, etc. Peu importe ce que nous faisons, il faut que nous trouvions des solutions souveraines pérennes. Voilà, merci beaucoup. Et côté solutions souveraines pérennes, il y a aussi des efforts technologiques qui sont faits en ce moment sur le PV, avec notamment les solutions à base de couches minces. Donc c'est plus le silicium, mais c'est des couches minces qu'on vient apporter, qui permettent de faire qu'on ait du verre qui puisse transformer du PV. Donc il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on est encore en train de rechercher pour arriver à ces enjeux, pour contribuer à ces enjeux de souveraineté dont on ne peut pas se voiler la face. Moi, je voulais juste intervenir sur la notion de décarbonation. C'est quand même un point important à souligner. Je pense qu'en France, on atteint actuellement un niveau de production d'électricité de l'ordre de 50 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Donc, je crois que c'est l'ordre de grandeur. En fait, c'est un mixte entre le nucléaire, le photovoltaïque et les autres énergies comme... Alors, tout à l'heure, lors de la présentation du véhicule électrique, j'ai un peu tilté parce que j'ai vu qu'un véhicule électrique, ça roulait avec 0 g de CO2
j'ai vu un 0 gramme de CO2 dans le fonctionnement d'un véhicule électrique. Et je pense que dans les grammes de CO2 du véhicule électrique, il y a quand même la source d'énergie électrique qui permet de recharger la batterie, quoi. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à s'accorder sur ce niveau de décarbonation, parce que c'est vrai que la France aujourd'hui a un atout extrêmement intéressant d'une énergie très fortement décarbonée, qui joue en sa faveur à l'heure actuelle, et qui en fait est aussi un vecteur de promotion de modes comme le véhicule électrique qui finalement roule en France avec un taux de carbone relativement faible par rapport à des pays comme l'Allemagne, voire la Chine, qui en fait, un véhicule électrique doit être aux alentours de 300 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc en fait, il faut qu'on arrive à régler nos propos sur le bon niveau de décarbonation et ce qu'on entend par gramme de CO2 par kilowattheure ou par utilisation, quoi. Ah, je ne peux résister de rebondir dessus. On est extrêmement décarboné sur notre électricité. Mais l'électricité, ça a été montré, voilà, ne représente qu'une partie qui est même pas majoritaire de l'énergie consommée en France. Et donc, toute cette partie-là, elle est énorme encore. Et elle n'est pas du tout décarbonée, pour être clair. On est très en retard sur la chaleur renouvelable, sur la chaleur bas carbone, qui représente encore un élément important. Et il y a un mot qu'on n'a pas encore évoqué, qui est peut-être un mot valise, mais qui est extrêmement important, c'est... bon, l'électricité, bien sûr, est aux premières loges et extrêmement capable, hein, mais le mot flexibilité. On a beaucoup parlé aussi offre, c'est-à-dire sur la production. Mais en fait, on doit aussi, et vous n'êtes pas sans savoir que se prépare un petit peu une mini-révolution qui vont être des prix heures creuses en pleine journée, qui vont être aussi une action sur la demande. C'est-à-dire que bien sûr, on n'a pas la même marge, on n'a pas la même acceptabilité, mais en fait, on doit aussi penser géométrie variable sur la fameuse courbe que vous avez montrée, qui certes, bon, on ne va pas changer radicalement du jour au lendemain, mais qui aussi présente une capacité d'évolution sur la fameuse courbe. Et quand on parle de courbe en canard, certes elle existe, certes elle va persister, certes elle pose un problème, mais en fait elle peut aussi, j'ai bien aimé ce mot de forming, elle peut être aussi formée parce que le signal prix a quand même une capacité de faire aussi déplacer quelques aspects. Et j'aimerais conclure par une chose qui est aussi primordiale, c'est que quand on parle de véhicules électriques, on parle de batterie. Et qu'à l'échelle décentralisée, une batterie de véhicules électriques, j'aimerais remettre un petit peu au milieu du village un élément. Vous avez dans votre maison ou à l'échelle d'une petite entreprise des consommations d'électricité qui sont de l'ordre de quelques dizaines, quelques kilowattheures, quelques dizaines de kilowattheures sur des séquences relativement courtes. La batterie de votre véhicule, c'est vite entre 50 et 100 kilowattheures. Donc pour l'instant, ça n'existe pas, c'est très anecdotique. L'usage de la batterie électrique du véhicule à l'inverse. Sans révolutionner les choses, on va pouvoir avoir aussi des usages marginaux, ce qu'on appelle du véhicule to home, véhicule to grid, donc aussi une capacité de déplacer un petit peu, grâce au véhicule électrique, ce sujet production, consommation d'énergie électrique, et donc d'énergie pour le transport. Ça conclut sur quelque chose de très important, c'est que et je vais finir là-dessus sur le photovoltaïque. On a eu un grand moment de doute dans le photovoltaïque. On avait cette capacité de production infinie, énorme, et on avait une logique, un petit peu une mauvaise habitude qui était de dire on produit, c'est consommé à l'instant T. Maintenant, en fait, on sait qu'on est tout à fait capable de produire moins à un moment, de se limiter, de produire différemment. Vous avez parlé de clôture et j'en suis super intéressé parce que justement même notre entreprise et d'autres, on développe beaucoup ce qu'on appelle du vertical, du photovoltaïque vertical, qui est bifacial et qui permet de produire davantage le matin, davantage le soir. Donc on est capable de ne plus produire que plein sud à midi. On a beaucoup de possibilités, encore une fois parce qu'on a un coût marginal qui est extrêmement faible. Et donc, ça ouvre plein de perspectives de pouvoir justement former davantage le signal qu'on va produire pour l'adapter aux usages et aux contraintes qui ont été très bien expliquées.
Oui, une question sur le stockage thermique avec la solution Storabel. Quel est le modèle économique? Qui est le client final? Est-ce que c'est une grosse entreprise dans la chimie qui a besoin de vapeur? Est-ce que c'est EDF pour transformer ses centrales à gaz? Ou est-ce que c'est un mélange? Et ça veut dire que les installations doivent être très localisées aussi. Alors, la première application, c'est la décarbonation de la production de vapeur sur les sites industriels, donc la pétrochimie, la chimie, la cimenterie, un peu toute la production de vapeur entre 200 et 600 degrés, ce qui représente les 3/4 de la production de vapeur sur les sites industriels. Donc nos principaux clients sont des gens qui veulent décarboner leur production et qui veulent remplacer ou hybrider leur chaudière à gaz en remplaçant par Storabel. Donc en faisant ça, on aide effectivement le réseau, parce qu'on apporte des solutions aussi de stabilisation du réseau. Donc ce sont des offres communes en général avec un électricien type EDF et nous-mêmes pour proposer ce type de stockage aux industriels. La deuxième application, effectivement, c'est soit sur des cycles combinés en multishaft, où on peut utiliser la turbine vapeur de manière indépendante de la turbine à gaz. Donc on a des projets effectivement de décarbonation de cycles combinés où on chante la turbine à gaz, par exemple. Troisième application, c'est sur les centrales charbon. Donc là, c'est très simple, on remplace la chaudière. Et une des dernières applications qu'on a avec notamment Horizon, c'est la partie stockage sur les SMR, pour assurer de la flexibilité, comme vous l'avez bien dit. Parce que là, on marche un petit peu sur la tête en France actuellement. C'est-à-dire que on a de la capacité de production électrique qui est sous-utilisée, qui est même gâchée. La capacité facteur de nos réacteurs nucléaires ne marche pas à fond. En même temps, on apporte du gaz pour chauffer de l'eau. C'est là où on va curteler des champs éoliens ou des champs solaires. Donc tout ça, c'est de l'énergie gâchée. Et donc, on a besoin de stockage massif pour ça. J'ai une question pour Monsieur de la Grandière, je pense. Cet été, il y a eu un blackout total de toute l'installation électrique en Espagne. Et j'avais suivi un peu, et le gouvernement espagnol avait dit qu'ils allaient donner l'explication. Ils avaient incriminé le photovoltaïque à un moment. Puis après, je ne sais pas quelle a été finalement l'explication de cette panne géante en Espagne. Est-ce que vous en savez plus ? Alors, donc c'était effectivement au printemps. Donc dans l'ordre, il y a eu jusqu'à fin octobre pour que soient transmis les différents éléments à l'ENSOE. L'ENSOE, c'est l'association européenne de l'ensemble des transporteurs d'électricité, qui ont remis des premiers documents d'explication de qu'est-ce qui s'est passé exactement dans l'ordre, mais sans encore expliquer pourquoi. Et on attend leur explication formelle du pourquoi, qui devrait arriver. En gros, on aura quelque chose d'à peu près cohérent en mars. Par contre, qu'est-ce qu'on peut dire ? En fait, ce qu'il semble s'être produit, donc je parle sous plein de guillemets, c'est des enjeux ou des sujets, c'est une conjonction de plusieurs sujets. Dans les différents sujets, il y a notamment un enjeu qui est de la stabilité en tension du réseau. Et premier sujet. Et deuxième sujet, qui est un sujet de protection en cascade du réseau. Et troisième sujet, qui est que chacun des producteurs, quand il se connecte au réseau, il est censé aussi fournir des éléments qui sont des éléments qui permettent de garantir que s'il y a un événement sur le réseau, eh ben, il a un petit peu de capacité qu'il va fournir au réseau en réserve. Et il semble que l'ensemble que certaines personnes ou certains producteurs n'avaient pas forcément tous le bon niveau disponible de ce qu'ils étaient censés fournir. Et en fait, c'est la conjonction de tous ces éléments-là qui a fait qu'il y a eu un problème à un endroit, que ce problème à un endroit, en fait,
s'est propagé au fur et à mesure sur l'ensemble du réseau jusqu'à être arrêté à un autre endroit. Donc ça pose la question de comment est-ce qu'on arrive à garantir la stratégie de protection du réseau qui est adaptée à l'intégration de l'ensemble de ces nouveaux mix énergétiques au réseau qui induisent quelque chose que vous allez comprendre assez rapidement. Vous êtes sur votre vélo, vous avancez sur une route, vous mettez toujours la même énergie, vous allez tourner à une certaine vitesse. Arrive une pente, vous allez prendre la pente, vous mettez toujours la même énergie, ben vous allez ralentir. Et en fait, quand vous allez ralentir, la fréquence, donc en gros la vitesse à laquelle tournent vos roues de vélo, elle ralentit. Le gestionnaire du réseau, lui, il regarde ça, il surveille la fréquence, et quand il voit que la fréquence descend, il appelle son copain EDF, par exemple, ou son copain de la CNR, et il lui dit « Est-ce que tu peux me redémarrer une centrale hydro, là, parce que j'ai besoin que tu me rajoutes un peu des trucs pour remonter la fréquence. » Et le problème, c'est que dans le mix, moins il y a ces machines qui tournent toutes ensemble et qui, elles, ont une énergie. En fait, quand on utilise la chaleur, la vapeur, en fait, que ce soit du gaz, du charbon, du nucléaire, c'est tout pareil. En fait, on fait chauffer de l'eau, ça fait de la vapeur, elle va dans une turbine, ça emmène un alternateur. Ils ont une inertie, tous ces trucs-là. Et le truc, c'est que le réseau en alternatif, il n'est pas contrôlable parce qu'il s'équilibre tout seul. C'est super. Mais ça veut dire que quand il y a plus de consommateurs, ben en fait, les machines, elles vont ralentir en fournissant plus d'énergie cinétique qu'elles vont convertir en énergie électrique. Et le sujet, c'est que cette inertie, il y en a de moins en moins. Et donc ça veut dire quoi ? Parce qu'un panneau photovoltaïque, on peut dire ce qu'on veut, mais il y a un photon qui tombe sur un panneau, ça fait un électron. Il n'y a pas beaucoup d'inertie. Une éolienne, il n'y a pas beaucoup d'inertie non plus. Il n'y a pas beaucoup d'inertie, puisque les éoliennes, si elles tournaient à 50 Hz, ça ferait 50 tours par minute, ça se verrait, ça serait des ventilateurs, pas vraiment des éoliennes. Mais même indépendamment de ça, en fait, on les fait tourner à la vitesse qui est la plus adaptée pour produire le plus d'électricité. Donc elles sont sur une fréquence qui est en général variable. Pour convertir cette électricité et la ramener sur le réseau en 50 Hz, on passe par des convertisseurs. Donc tous ces trucs-là sont interfacés par des ordinateurs et des machines. Donc il n'y a plus d'inertie. Et donc, plus on a d'énergie renouvelable qui est intégrée au réseau, hors l'énergie hydraulique, mais en tout cas l'éolien et le solaire, moins on a au global d'inertie dans le réseau. Donc, plus les défauts se propagent vite. Et plus le défaut se propage vite, plus il faut être capable d'investir dans les réseaux pour être capable d'adapter nos réseaux à ce type de sujet. Et quand on est dans des événements un petit peu particuliers où il y a une conjonction de choses, où il y avait des prix négatifs, beaucoup plus de production que prévu, il suffit qu'il y ait 2-3 producteurs qui soient éteints comme ça en se disant moi j'arrête de payer pour produire mon électricité, pouf, que ça pose un problème. Donc je ne sais pas vous répondre précisément. Par contre, ce type de sujet-là, on va en avoir de plus en plus jusqu'à ce qu'on ait mis en place les nouveaux moyens technologiques qui permettent de stabiliser le réseau. Des compensateurs synchrones, donc des choses où on va faire tourner des grosses masses pour rajouter de l'inertie, où on va mettre des statcom, on va mettre des objets avec de l'électronique de puissance et un peu d'énergie derrière pour être capable de mettre ce qu'il faut dans le réseau pour le stabiliser ponctuellement, etc. etc. Désolé, c'était un peu long comme réponse, excusez-moi. Moi, je vais juste rajouter aussi quelque chose, c'est que ce phénomène qui est très fâcheux, parce qu'il représente un préjudice de plusieurs centaines de millions d'euros, voire plus, c'est plutôt ça qu'il faut... Des vies dans des hôpitaux, quoi. Qu'il faut un petit peu aussi prendre conscience. Il fait preuve aussi quand même d'un besoin de prise de conscience. Il y a eu du laxisme dans cette situation. L'Espagne aussi, c'est pour ça qu'elle était très gênée. C'est qu'il y a eu des procédures qui n'ont pas forcément été appliquées correctement. Mais en fait, ça ne veut pas du tout dire que ce n'est pas possible de gérer. Voilà. Et vous l'avez bien évoqué. Donc ça accélère un petit peu une prise de conscience, comme il y a eu d'autres catastrophes qui ont montré qu'il fallait un peu plus se dépêcher. Mais quelque part, les actifs qui sont présents, notamment dans le mix énergétique espagnol, ne sont pas du tout remis en cause dans l'absolu. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut souligner. Oui, moi je voudrais redescendre du macro au micro.
et à savoir au niveau du consommateur, la possibilité d'utiliser la batterie d'une voiture électrique pour stocker l'électricité produite par une installation individuelle, ça existe. Enfin, je connais des gens qui font ça. Mais je voudrais poser la question sur les communautés d'énergie qui sont envisagées au niveau européen. Est-ce que vous pensez que c'est epsilon ou est-ce que ça peut effectivement contribuer à résoudre en partie, dans quelle proportion, les problèmes redoutables qui viennent d'être évoqués? Je veux bien commencer à participer à répondre, puisque derrière communauté d'énergie, il y a en partie, c'est pas tout, mais il y a la notion d'autoconsommation collective aussi qui nous impacte beaucoup. En fait, c'est un petit peu le miroir de ce que j'ai commencé à expliquer tout à l'heure, c'est que c'est aussi une prise de conscience et une organisation à l'échelle d'un territoire d'essayer de rendre cohérent de la production par rapport à de la consommation. Et ça peut être très intéressant, puisque on commence à avoir de plus en plus de tentatives en utilisant le réseau public, bien sûr. L'autoconsommation collective, c'est la création d'un réseau privé virtuel au sein du réseau public. Et ça oblige justement d'être cohérent avec le réseau dans son ensemble, mais d'avoir en fait un intérêt à essayer de coupler les deux ensemble. Les consommateurs d'un côté et le ou les producteurs de l'autre. Et on peut avoir une logique aussi qui va jusqu'à avoir sur un site ou sur un ensemble de sites une logique d'autoconsommation totale. C'est-à-dire vous produisez de l'électricité photovoltaïque et il y a une sorte de mise en œuvre du pattern de consommation pour qu'elle puisse absorber tout, quitte à ce que la production soit, et je l'ai un petit peu répété plusieurs fois, marginalement aussi écrétée. Et le mot écrétage n'est pas du tout forcément systématiquement un gros mot, parce que en fait, il ne génère pas de pollution, il ne génère pas de manque à gagner sur quelque chose qui est consommable, puisque, notamment pour le solaire, en fait, c'est des photons qui ne seront pas forcément aussi bien utilisés qu'ils pourraient l'être, mais ce n'est pas forcément trop grave. Et à travers ça, ça permet, et c'est un petit peu aussi la révolution, de pouvoir mettre en œuvre des installations photovoltaïques qui vont avoir une puissance de raccordement qui sera beaucoup plus faible que leur capacité de production intrinsèque. Et ça, c'est assez révolutionnaire. C'est-à-dire vous mettez 200 et vous raccordez que 100. Et vous avez du coup une réserve de puissance qui, et c'est là je vais terminer par quelque chose qui est un peu disruptif, qui va peut-être vous interroger, c'est que du coup vous pouvez moduler aussi cette puissance d'injection parce que vous avez une réserve de puissance. Et tout à l'heure, vous avez parlé de créer, on va dire, une forme d'inertie synthétique quelque part par rapport au réseau. C'est que si vous en avez sous le pied par rapport à une centrale de production photovoltaïque, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, vous êtes beaucoup plus intelligent par rapport aux événements qui se passent autour. Parce que vous pouvez, du coup, en fait, produire à la baisse en fonction d'un signal extérieur. Ça peut permettre d'en discuter beaucoup, mais c'est quand même des idées, à mon avis, qui sont importantes à transmettre. Moi, j'ai plusieurs éléments de réponse qui seront peut-être un petit peu plus non conventionnels. En fait, ça dépend vraiment. Il y a une question un peu philosophique derrière. Ça réinterroge ce que vous attendez du réseau. Est-ce que le réseau, il est là pour être assurantiel ? Et donc, vous fournir de l'électricité quand vous avez un problème chez vous. Et donc, si une communauté est capable de se dire, moi je suis une communauté, je vis en vase clos, tout va bien, quand j'ai un problème, j'appelle quelque chose dans le réseau. Mais s'il y a un problème dans le réseau, pouf, je m'isole et je vis tout seul très bien, il y a un problème de solidarité. Et donc, la vraie question, c'est quel est le rôle du réseau et quels sont les attributs qu'on donne, quels sont les droits et les devoirs de ce type de communauté. Donc moi, je pense que ça, c'est une vraie question. Si on n'arrive pas à résoudre cette question-là en disant finalement, c'est quoi le rôle du réseau ? C'est est-ce que c'est chacun pour soi ? Moi, je me suis arrangé avec ma petite communauté, tout va bien, je suis en microgrid. Ou est-ce que je suis dans quelque chose où finalement, c'est la puissance publique qui s'assure que je suis raccordé parce que la fonction publique a comme fonction de m'apporter de l'électricité sûre et affordable, et à un prix correct. Donc il y a vraiment cette question-là. Quand je dis ça, faut aussi prendre en compte ce que tu évoquais juste avant, qui est que ça peut être une solution pour limiter les coûts d'investissement.
C'est-à-dire que ce que vous autoconsommez, en fait, vous ne le réinjectez pas tout de suite dans le réseau, et donc ça permet de limiter l'investissement qu'il pourrait y avoir sur le réseau. Voilà. Donc, c'est un sujet un peu... Pour moi, il y a il y a de la politique derrière, il n'y a pas que des aspects techniques, en fait. Est-ce qu'on peut considérer qu'on clôt le débat sur la question de Uber là? On finit par une question, ça vous va bien? En tout cas, merci beaucoup, merci de votre présence, merci aux 4 intervenants. Et puis je laisse peut-être la parole de conclusion à Alfonso qui a organisé cette table ronde. Pour conclure, je pense que je peux vous souhaiter une bonne soirée à tous et vous donner rendez-vous demain à 9h pour continuer ces belles discussions et cette aventure électrique depuis Ampère jusqu'à demain.